Imaginez une prison ultra moderne, une prison immense, la plus grande de tout le continent sur lequel elle est située, et une prison avec des mesures de sécurité telles que personne ne pourra jamais s'en évader. Et en plus, une prison qui a été construite en un temps record entre juillet 2022 et janvier 2023, c'est-à-dire en 6 mois, par 3000 ouvriers. Forcément, vous allez vous dire, ça a été construit par une superpuissance comme les États-Unis ou la Chine. Eh bien, pas du tout. Elle a été construite par le plus petit pays d'Amérique latine, un pays dont la population est 10 fois moins nombreuse que celle de la France. Ce pays, c'est le Salvador, et c'est son jeune président Nayib Bukele qui a réalisé cet exploit, un exploit dont il ne s'attribue absolument pas la gloire, il parle même de miracle. Jusqu'en 2022, le Salvador était le pays le plus dangereux du monde, avec un taux d'homicide égal à celui d'un pays en guerre. Cette prison impressionnante que le gouvernement salvadorien a baptisée CECOT, c'est-à-dire Centre de confinement du terrorisme, a une capacité d'accueil de 40 000 pandilleros, ces bandes armées extrêmement dangereuses qui n'ont cessé de ravager le Salvador pendant des décennies. En mars 2022, les gangs assassinent 87 personnes en un seul week-end. Toute proportion gardée, c'est comme si en France, en 3 jours, on avait eu 1000 Samuel Paty. Rendez-vous compte? Et c'est à ce moment-là que le gouvernement salvadorien a décidé de prendre le taureau par les cornes. On estime à 100 000 le nombre de personnes qui appartenaient à ces gangs rien qu'au Salvador et qui formaient véritablement un État dans l'État. Ce genre de narcotrafiquants pillent, rackettent les commerçants, violent, torturent et massacrent la population. Avoir assassiné et violé est même une condition sine qua non pour appartenir à un gang. Ce CECOT occupe un territoire de 2 km² et la prison elle-même occupe l'équivalent de 7 stades de football. On y trouve 19 tours de surveillance, 7 périmètres de sécurité, 2 murs électrifiés et 4 murs de béton. Elle se trouve dans un endroit complètement isolé, au centre du pays, à 70 km environ de la capitale, San Salvador, et ce pour empêcher les risques d'évasion par tunnel. En plus d'être loin de tout, elle dispose d'une technologie dernier cri. Avant d'entrer dans la prison, tous les détenus doivent passer par des rayons X pour s'assurer qu'ils n'introduisent absolument rien dans l'enceinte de la prison et surtout pas des papiers qu'ils ingurgiteraient pour pouvoir recevoir des ordres extérieurs, comme c'est le cas dans toutes les prisons du monde. En plus des 1000 surveillants, 600 militaires et 250 policiers sont toujours prêts à intervenir en cas de mutinerie ou d'actes de violence de la part de ces pandilleros, principalement des membres de 2 gangs ou maras en espagnol, la Mara Salvatrucha ou MS-13 et la Mara del Barrio 18 ou gang du quartier 18. Ces criminels sont reconnaissables à leurs tatouages effrayants, y compris sur le visage, qui racontent leur appartenance à tel ou tel gang et évoquent les crimes qu'ils ont commis. D'après la loi, ils ont le statut de terroristes et à ce titre, ils n'ont jamais le droit de sortir, même pour comparaître devant la justice. C'est la justice qui vient à eux en visioconférence pour éviter tout risque de trouble. Les forces de l'ordre disposent du meilleur équipement imaginable 24 heures sur 24, l'armée et la police travaillant main dans la main comme une grande équipe. Autant dire qu'il est vraiment impossible de s'évader de cette méga prison. Avant, les prisonniers disposaient de toutes les commodités imaginables, mais ça a complètement changé avec l'arrivée au pouvoir de Nayib Bukele. Regardez, le président nous expliquait lui-même qu'avant, les criminels pouvaient recevoir des prostituées, qu'ils avaient des PlayStation, des ordinateurs, des téléphones portables et même de la drogue. Et le comble, c'est que c'était les gardiens qui dormaient par terre. D'après lui, au lieu de punir les malfaiteurs, on punissait les bons et on récompensait les méchants. Ici, les gymnases et les salles de jeu sont exclusivement réservés aux gardiens, aux policiers et aux militaires, contrairement à ce qui se passe dans tous les autres pays du monde, y compris la France. Chaque cellule abrite 80 détenus qui vivent sur ces lits sans matelas ni oreiller, afin d'empêcher que les détenus puissent cacher quoi que ce soit. Ils reçoivent la même nourriture tous les jours. Ils ne peuvent ni faire du sport à l'extérieur, ni regarder la télévision et ne reçoivent ni nouvelles ni visites de leurs proches. Pour se laver, ils restent à l'intérieur de la cellule et les gardiens contrôlent l'eau depuis l'extérieur. Dans toutes les prisons du monde, on voit les prisonniers se promener un peu comme s'ils étaient en récréation et dans la prison de Bukele, ça, ce n'est pas possible. Les détenus ne peuvent sortir que pour les audiences, le travail et le cachot. Ce cachot qui est encore pire que le reste car tout en béton, sans lumière et en isolement total. Cette prison fait froid dans le dos, c'est certain.
Mais avec la population carcérale la plus élevée du monde, donc tenez-vous bien, 1% de sa population derrière les barreaux, les autorités ne veulent prendre aucun risque de mutinerie, de violence ou d'évasion. En plus, ils veulent rappeler le destin tragique de quiconque envisagerait une carrière de criminel. D'ailleurs, dans cet esprit de dissuasion, Nayib Bukele a décidé d'éliminer toute trace d'appartenance au gang en faisant détruire les tombes qui arboraient les lettres MS ou les nombres 13 ou 18 et de faire effacer tous les graffitis sur tout le territoire. Et il l'a fait faire, tenez-vous bien, par les détenus de droit commun ou par les familles des terroristes. Un autre élément incroyable de cette politique de la mano dura, c'est-à-dire de la main ferme, c'est que ce sont les prisonniers eux-mêmes, par leur travail manuel ou leur famille, qui doivent payer leur propre entretien, l'eau, la nourriture et même le papier toilette, c'est-à-dire 150 € par mois. Dans tous les autres pays du monde, c'est le contribuable qui assure ces coûts, c'est-à-dire vous. Et le comble, c'est que les détenus ont un salaire. C'est-à-dire que les honnêtes gens payent deux fois. Ils payent d'une part par ce qu'ils ont subi et d'autre part par les impôts qu'ils doivent payer. Dans la méga prison, les peines vont de 30 ans pour avoir appartenu à un gang à 200 ans de prison pour les crimes les plus atroces. Ceux dont le comportement le permet ont le droit de sortir juste derrière les barreaux pour effectuer quelques mouvements de gymnastique quotidiens et écouter la lecture de la Bible, ce qui semble porter ses fruits. Cet endroit m'a aidé aussi à méditer sur le fait que je n'étais pas bien agi, c'est sûr. Et par la miséricorde de Dieu, j'ai eu l'opportunité d'aller en prison et pas dans un cimetière. Tout ça, ça n'est rien de bon, hein, c'est sûr, mais c'est une facture, c'est un prix qu'en fin de compte, il faut payer. Le Sécote est devenu littéralement l'objet de convoitise de nombreux pays en Amérique latine du fait de la très grande insécurité qui règne dans ces pays. Ils rêvent tous d'avoir un Sécote chez eux. En particulier le Honduras, voisin du Salvador, ou l'Équateur. Ils sont ravagés par ces gangs, en particulier parce qu'ils ont fui le Salvador pour se réfugier chez eux. Après la prise d'otage qui a eu lieu en direct sur un plateau de télévision le 9 janvier 2024, le président équatorien de 36 ans, Daniel Noboa, s'est entretenu avec Nayib Bukele et il est en train de mettre en place les mêmes mesures. L'entreprise salvadorienne qui a construit la méga prison va bientôt exporter son savoir-faire et construire 2 prisons similaires pour l'Équateur en plein milieu de la jungle. Alors, vous vous demandez peut-être si ça marche vraiment. Nous avons maintenant le taux d'homicide le plus bas de tout le continent américain. Le Salvador est devenu le pays le plus sûr de toute l'Amérique. Et c'est pour ça que son président Nayib Bukele est le président le plus populaire au monde avec 95% d'approbation. Les seules critiques qu'il reçoit proviennent des organisations humanitaires, pour la plupart bien à l'abri dans leurs pays occidentaux, et le président salvadorien va régulièrement défendre sa politique devant l'ONU. C'est comme si les organisations internationales, y compris les ONG, concentraient tout sur les droits des délinquants, qui ont des droits. Mais pourquoi se concentrent-ils toujours sur les droits des délinquants et jamais sur ceux de la grande majorité qui sont honnêtes? Dans ce pays, on a passé 30 ans à être criblés, assassinés, rackettés, violés, extorsionnés, menacés, vivant dans l'angoisse et personne n'a jamais rien dit. Mais tout à coup, on arrête ceux qui tuent, ceux qui rackettent, ceux qui violent et soudain, il faut faire attention aux droits humains. Oui, ils ont des droits, mais les droits des honnêtes gens sont plus importants. Son obsession à Nayib Bukele, c'est de défendre les honnêtes gens. On l'entend constamment parler de la gente honrada. Alors, je me suis posé la question, mais nous, en France ou dans un pays francophone, quand est-ce qu'on a entendu parler de notre vivant récemment? Quand est-ce qu'on a entendu un homme politique parler d'honnêtes gens? Ça n'existe plus. C'est un terme qui a disparu du vocabulaire. Pourquoi c'est un terme qu'on n'entend plus jamais dans la bouche des hommes politiques? Eh bien, tout simplement parce que nos générations ont subi un lavage de cerveau depuis mai 68. Et on veut faire passer les délinquants pour des victimes de la société et les honnêtes gens pour des privilégiés dont la seule existence serait au fond la cause de la délinquance. Les politiciens et les pseudo-philosophes de gauche n'ont pas cessé de faire culpabiliser les honnêtes gens de la délinquance et c'est bien commode. Ça donne une excuse à nos gouvernants incapables d'assumer leur responsabilité de la protection totale des honnêtes gens, c'est-à-dire votre protection. La police salvadorienne est régulièrement accusée d'arrêter des innocents, ce à quoi Nayib Bukele a répondu dans une conférence de presse à un journaliste britannique. Même en Grande-Bretagne, il y a des erreurs quand la police arrête des individus. Si la police ne commettait jamais d'erreurs, on n'aurait pas besoin d'un système judiciaire, on n'aurait pas besoin de justice. À un moment donné, il faut bien rompre ce cercle vicieux des gangs qui aspirent la jeunesse salvadorienne. Nayib Bukele et Gustavo Villatoro le déplorent eux-mêmes, ils l'ont dit, on a perdu 2 générations. Mais si maintenant on veut concentrer tous nos efforts sur la jeunesse actuelle, on est obligé de passer par ce système carcéral extrêmement draconien.
Et j'ai entendu récemment le témoignage poignant d'une mère de Pandillero. La fille a pris 25 ans de prison, elle est dans une prison pour femmes. Son fils a été tué par un gang rival. Son gendre est en prison, il a écopé de 100 ans de prison. Et à la fin de ce témoignage, elle disait « Je remercie Nayib Bukele parce que maintenant j'élève mes 3 petits-enfants et eux, je ne veux pas qu'ils soient aspirés par les gangs. » Donc en fait, cette autorité, cette discipline, elle permet au contraire de protéger les jeunes générations. Puis rappelons aussi que dans beaucoup de pays, dans d'autres sociétés, que ce soit autrefois, mais même à l'heure actuelle dans certains pays du monde, y compris les États-Unis, il y aurait la peine de mort. Et normalement, ils auraient dû être fusillés. Mais au Salvador, il n'y a pas la peine de mort, donc ils sont incarcérés. Pour les plus jeunes, il y a des programmes de réinsertion, des maisons de redressement, et le but, c'est de réinsérer ceux qui peuvent l'être. Enfin, que répondre aux ONG? Je pense que si les ONG veulent de meilleures conditions pour leurs détenus, je suis sûre que le Salvador ne refuserait pas les contributions financières d'organismes internationaux. Et vous, que pensez-vous de cette politique et de cette prison? Pensez-vous que nos dirigeants français actuels soient aussi déterminés à défendre nos infrastructures, à empêcher nos commerçants d'être pillés et nos voitures d'être incendiées? Êtes-vous convaincu que les mesures mises en place par le Salvador permettent au mieux de combattre la violence, la délinquance et le terrorisme? Ou bien êtes-vous de ceux qui pensent que les marches blanches, les fleurs et les petites bougies soient suffisantes pour assurer l'ordre et la sécurité de tous? Surtout, n'oubliez pas de faire 4 choses. Likez cette vidéo, la partager, laisser un commentaire et vous abonner.